Tout d'abord, moi, je fais pas de politique, mais je fais que de l'humain. Déjà, quand j'ai appris que Nicolas Sarkozy s'était annoncé d'avance, mais qui restait que 20 jours et qui sortait, donc je trouvais ça très étonnant sur une condamnation de 5 ans, ce qui arrive jamais pour un détenu lambda. Et écrire un livre derrière pour parler de 20 jours de détention qui n'ont rien d'une détention traditionnelle, je trouve ça presque insultant pour tous ceux qui subissent vraiment la prison, qui souffrent de la prison et dont les familles souffrent de la prison. Donc voilà. Moi, ce qui m'agace vraiment quand je re-entends ce discours, c'est qu'on entend souvent dire que la justice est laxiste en France. La réalité, c'est que les aménagements de peine aujourd'hui sont très compliqués à avoir. La majorité des détenus sort en sortie sèche, donc vraiment en fin de peine. Les remises de peine, c'est très compliqué de les avoir. Les permissions, j'en parle pas. C'est le seul finalement qui a bénéficié d'une justice laxiste parce qu'il est sorti au bout de 20 jours sur une peine de 5 ans. Et ça, vraiment, ça m'a énormément dérangé. Bien sûr. Alors maintenant, la grande différence, c'est qu'effectivement, Nicolas Sarkozy a eu ses permis de visite dès le premier jour de son incarcération. Il a eu une visite d'ailleurs dès le premier jour, il avait ses courriers immédiatement. Voilà. Oui, une visite d'ailleurs du ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Exactement. L'isolement que j'ai connu n'était pas le même, d'une part parce qu'on m'a retiré tous mes permis de visite le jour même de la naissance de mon fils, avant que je sois placé à l'isolement. Une fois à l'isolement, tous mes courriers étaient saisis. J'ai jamais cessé d'écrire 3-4 lettres par jour. Tous mes courriers étaient saisis, donc plus personne à l'extérieur n'avait de mes nouvelles. J'avais l'interdiction de téléphoner, j'avais l'interdiction de voir d'autres détenus, donc je pouvais ni accéder au sport parce qu'il faut être toujours au moins deux même à l'isolement, donc j'avais plus accès à rien. Les seules personnes que je voyais, c'était les surveillants qui me fouillaient à nu avant chaque promenade où j'étais seul et après chaque promenade ou alors pour les repas. Ça c'était le vrai isolement. Sur ce que tu dis, moi j'étais 2 fois à la santé, 15 mois et 32 mois, j'ai connu 2 sortes de cellules. J'étais en division où j'avais une cellule individuelle, très clairement quand j'étendais les mains, je touchais les 2 murs. Et mes mains n'étaient pas complètement étendues. Il fallait plier le lit pour pouvoir ouvrir la table et plier la table pour ouvrir le lit. Ça, c'était la cellule individuelle. Et quand j'étais en bloc, on était 4 en cellule. Pour aller aux toilettes, il y avait juste un petit muret qui faisait 1m20 avec 2 petits bâtons. Quand on était assis sur les toilettes, on pouvait parler avec celui qui était sur le lit du milieu, celui qui était sur le lit du haut. Voilà dans quelles conditions on devait aller aux toilettes. Et sans parler du bruit aussi de la prison, parce que le bruit des quartiers VIP, c'est certainement pas celui qu'on a en détention normale, en détention lambda. Les bruits de la prison, c'est du matin au soir et assez tard. C'est les gens qui crient aux fenêtres, c'est les bruits dans les couloirs, c'est les portes qui claquent, c'est les grilles qu'on ouvre et qu'on referme, c'est les talkie-walkie des surveillants, c'est les clés dans les serrures, c'est les loquets qu'on ferme, qu'on ouvre, c'est le sondage des barreaux. Ça, c'est les conditions de vie d'un détenu 24, au moins une vingtaine d'heures sur les 24 heures sur lesquelles on est en. Avec votre association Murmure, je l'ai dit, vous faites le tour de la France avec cette réplique derrière votre voiture d'une cellule de prison pour que les gens comprennent ce qu'est la détention. Alors on va voir les images, ça c'est l'extérieur. Décrivez-nous cette installation. Voilà, la porte va s'ouvrir et vous avez reconstitué une prison, en fait. Alors, j'ai voulu reconstituer surtout une cellule d'anciennes maisons d'arrêt, puisque ce sont les établissements les plus fréquents en France. Généralement, il y a 9 mètres carrés. On peut trouver des cellules plus petites. C'est là où il y a le plus de surpopulation, c'est là où il y a le plus de suicides, c'est là où il y a le plus de promiscuité, de manque d'intimité. Donc, c'est vraiment ce que j'ai voulu montrer. Et juste à titre d'exemple, sur 22 années de prison, j'en ai passé 15 dans ces cellules-là. Okay. Donc, c'est vraiment ce que j'ai voulu montrer. Et j'ai voulu le montrer à différentes personnes. Tout d'abord, ces gamins qui entendent parfois que la prison, c'est le Club Med, donc forcément, qui ont plus peur de la prison. Je voulais leur montrer que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est vraiment loin de la réalité. C'est-à-dire, vous pensez qu'il y a une image, une fausse image? C'est-à-dire que quand des politiques conservateurs, en l'occurrence, compris Amine, Nicolas Sarkozy, nous disent que les prisonniers ont trop de loisirs en prison, ça joue sur la façon dont les gens se représentent la prison? Non seulement ça joue sur la façon dont les gens se représentent la prison, mais imaginez simplement une victime qui entend que finalement les auteurs des faits pour lesquels elle est devenue victime, on ne l'envoie pas en prison, on l'envoie dans un club med. Comment cette personne peut se reconstruire? Pour moi, c'était important de pouvoir la faire monter dans cette cellule pour lui montrer que même si celui qui a de l'argent, ce qui est vraiment pas le cas de tout le monde, même s'il a une chaîne IFI ou une télé ou un frigo, le sentiment d'enfermement, il est là, le manque d'intimité, il est là. Ne pas être à côté de ses enfants pour les élever, cette souffrance, elle est concrète, elle est réelle, elle est là. Mais la prison, elle doit pas servir que à punir. L'important, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette personne. L'intérêt, c'est qu'il puisse sortir différemment de ce qu'il était en entrant. Et c'est là où il y a tout l'enjeu. Et c'est en parlant avec les victimes, j'ai trouvé des victimes qui m'ont dit parfois, est-ce qu'on peut écrire aux détenus? Donc comme quoi, l'image qu'ils ont de la prison, elle est tellement faussée que c'est important de remettre cette réalité au goût du jour et de leur montrer. Est-ce qu'il faudrait tout d'abord, c'est un vrai courage politique.
Aujourd'hui, il y a 3 sortes de personnes qui ne devraient pas être en prison. On parle de surpopulation et c'est vraiment ce qui bloque la réinsertion, puisque le personnel qui est sur place ne peut pas travailler vu le nombre. La première catégorie, c'est tous ces gens qui ont des problèmes psychiatriques, il y a à peu près 30% des détenus. Donc au lieu de construire des prisons, il faudrait peut-être déjà recommencer par reconstruire des places en psychiatrie. Très régulièrement souligné par le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Parce que ces personnes, elles ont des troubles, ils ne sont pas soignés en prison, alors que s'ils étaient dans un hôpital psychiatrique, ils pourraient être vraiment soignés, et ça ferait quand même 30% de personnes en moins en prison. Ensuite, il y a les primo-délinquants. On sait tous que de toute façon, arrivant en prison, ils vont se faire un carnet d'adresses, c'est ce qu'on a tous connu. Ils vont revenir pour des faits plus graves. Alors au lieu de les envoyer en prison, il faut peut-être investir de l'argent pour continuer à construire des fermes où ils pourraient découvrir la nature, les animaux, le bâtiment, peut-être se découvrir une passion, mais en tout cas ne pas se faire ce carnet d'adresses. Et ça ferait encore des places en prison. Et enfin, il y a tous ces problèmes d'addiction. Moi, je prends l'exemple toujours de l'alcoolique qui a pris sa voiture, qui a fait un accident sans gravité, qui prend 1 an de prison. Il va sortir, il sera toujours alcoolique. Ça aura absolument rien changé au problème. Au lieu de ça, si on l'envoyait en post-cure pendant 6 mois et qu'ensuite on lui demandait d'être bénévole, qu'on lui propose d'être bénévole dans un service d'accidenté de la route dans un hôpital, ce serait d'utilité publique, ça coûterait beaucoup moins cher et ça ferait encore des places en prison. Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait vraiment travailler avec ce qui resterait, c'est-à-dire les délinquants aguerris. Et là, on pourrait peut-être vraiment parler de réinsertion et commencer à construire des vrais projets de sortie. Ouais, vous avez l'impression que des politiques peuvent, surtout que les politiques là, qui sont quand même, les politiques menées aujourd'hui sont très à droite quand même. Vous avez l'impression que ce sont les mêmes, hein, les amis de Nicolas Sarkozy, hein, Gérald Darmanin, ministre de la Justice aujourd'hui, ancien ministre de l'Intérieur, proche de Nicolas Sarkozy. Vous avez l'impression que c'est des gens qui peuvent entendre ce que vous dites là? J'espère toujours que les gens arriveront à entendre à un moment donné ou à un autre, mais sauf qu'aujourd'hui on est vraiment sur la répression et c'est pas avec le bâton qu'on peut résoudre les choses. Hein. J'en suis la preuve. J'ai fait 22 ans de prison. C'est pas la prison qui m'a fait changer. Ça a été les rencontres, ça a été les mains tendues, ça a été voilà tout ce qui m'a permis d'évoluer et de retrouver une place dans la société. Ouais. Malheureusement aujourd'hui, je pense qu'on est encore loin. Il y a encore du chemin à faire. Vous en parlez de ce livre, de ces hasards, de ces rencontres à la fin, je crois, qui justement change la vie, mais c'est pas l'institution qui change la vie, c'est pas les formations, c'est pas ce qui est proposé par l'institution, c'est ce que vous arrivez à faire comme rencontre personnelle. Tout à fait, c'est vraiment au fil des rencontres qu'on arrive à faire, les mains tendues qu'on arrive à trouver. Comme je dis toujours, la réinsertion, c'est à peu près 80% de travail à faire par l'individu, on ne pourra pas le faire à sa place. Mais quand ce travail il est fait, on a besoin de trouver les 20% qui manquent. Et les 20% qui manquent, ça peut être un employeur, ça peut être un visiteur de prison, ça peut être un voisin, une femme, mais il faut ces 20%. Si la personne a fait son travail et qu'il n'y a pas ces 20% au bout, la récidive, elle est malheureusement inévitable. La jeunesse, elle est importante parce que vous travaillez beaucoup sur les questions de narcotrafic. Et de stupéfiants, et c'est ça aussi l'histoire de vous qui vous a emmené en prison. On parle beaucoup en ce moment de ces jeunes happés de plus en plus jeunes par les trafics, par les réseaux. Vous, comment vous envisagez ça et comment on peut rattraper ces jeunes? Comment vous essayez? C'est ce que vous essayez de faire, un peu dans la même approche de dialogue et de père aidant. J'imagine que ça vous parle aussi. En fait, j'interviens sur plusieurs axes. Déjà, j'interviens auprès des plus jeunes qui ne sont pas encore rentrés dans le trafic, que ce soit dans les cités, dans les quartiers prioritaires, dans les écoles aussi, pour leur parler en fait de la réalité du narcotrafic, parce que souvent on essaie ils se font appâter par le gain, mais on leur parle pas de la face cachée du trafic et de tout ce qui risque derrière en représailles pour eux, pour leur famille. Donc je leur parle vraiment de cette expérience. Ensuite, j'interviens aussi en CER et en CEF, mais également en détention. Et à tous, je leur partage mon témoignage, mon vécu, pour leur montrer comment je suis rentré dans le trafic, qu'est-ce que j'ai vécu dans le trafic et surtout comment j'en suis sorti, comment j'ai eu ce parcours de résilience et de reconstruction. Et enfin, j'interviens aussi avec cette cellule mobile, comme on en a parlé tout à l'heure, pour montrer les réalités carcérales. Et enfin, là, on est en train de travailler... on est en train de co-construire un projet de père aidance désistant en détention pour former des futurs intervenants extérieurs. Donc voilà. Donc j'essaye vraiment d'intervenir sur tous ces axes parce que je pense vraiment que nous, les anciens détenus, on a connu l'avant, le pendant, le après. On sait pourquoi on a mis du temps à s'en sortir. On sait comment on a fait pour s'en sortir. Et je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses à offrir dans le travail de réinsertion.